Bonjour et bienvenue de la part de la présidente de EPPNE et de ses membres, Ensemble pour protéger nos enfants. Nous allons vous présenter cette conférence sur le thème « L'idéologie du genre, un danger actuel pour les enfants ». Nous allons procéder pour une première partie par une entrevue entre M. Lucas Magnus, enseignant en français et en histoire à la retraite, et Madame Titine Quincy, docteur en droit international. Ce sera sous une forme d'entrevue. Après cela, je reviendrai vous expliquer comment vous pouvez contribuer avec nous à protéger nos enfants et nous terminerons avec les mots de la fin de notre présidente. Donc, bienvenue à Monsieur Magnus et à Madame Quincy. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour, Lucas. On peut se tutoyer, nous travaillons ensemble. Alors, pouvez-vous vous présenter brièvement après la présentation d'Isabelle? On aimerait en savoir un peu plus sur vous. Ben oui, brièvement, Isabelle a déjà dit, je m'appelle Lucas Magnus. Je suis donc professeur de français et d'histoire à la retraite. Je suis originaire de la Belgique et ça fait maintenant 10 ans que je suis à Montréal. Comment expliquez-vous votre intérêt pour le thème de la conférence d'aujourd'hui, l'idéologie du genre, un danger actuel pour les enfants? Ben, en fait, ça fait depuis 40 ans que je suis en contact avec des adolescents et je continue à animer des groupes d'adolescents ici à Montréal aussi. Et les dernières années, en étant en contact aussi avec des parents ici au Québec, mais aussi en écoutant ce qui se passe dans d'autres pays, j'ai pris connaissance d'une montée exponentielle d'enfants et d'adolescents qui souffrent de dysphorie de genre, ou en tout cas d'un malaise par rapport à leur sexe biologique. Et que ces derniers sont invités quasiment immédiatement au sein de leurs écoles à entamer une transition de genre. Avant de continuer, soyons clairs sur un point. Personnellement, et je parle aussi au nom de nombreux parents, nous sommes engagés à respecter les personnes transgenres dans leur dignité tout en soutenant leurs parents souvent fragilisés. Mais ceci dit, nous pouvons et même nous avons le devoir, en tant que citoyens responsables et en tant que parents, de nous demander quelles sont les raisons de cette augmentation de cette dysphorie. D'abord, pouvez-vous nous donner une définition de la dysphorie du genre? Alors oui, c'est important de savoir de quoi on parle. La dysphorie de genre est un malaise parfois très profond d'une personne, généralement dès le plus jeune âge, qui sent un inconfort ou une détresse liée à une dissociation entre ce qu'il ressent en tant qu'homme ou femme, garçon ou fille, en fait son identité de genre, d'une part, et de son sexe biologique d'autre part. Il y a une dissociation. Ça paraît être assez compliqué. Est-ce que c'est un phénomène qui est assez répandu? Oui, c'est répandu. Euh, Au Royaume-Uni et aux États-Unis, depuis 15 ans, le nombre d'adolescents qui désirent une transition a augmenté de 4000%. Il s'agit donc d'une multiplication par 40 en 15 ans. Aux États-Unis, on estime que 2% des adolescents maintenant se considèrent trans. D'autres pays suivent la même tendance. Comment pouvons-nous expliquer cette augmentation? Les personnes, pour expliquer ça, les personnes que j'appellerais pro-trans expliquent cette augmentation en disant qu'en réalité, les jeunes souffrant de dysphorie de genre
ont toujours existé, mais qu'aujourd'hui, ils peuvent mieux l'exprimer. Or, l'affirmation que le phénomène de cette ampleur a toujours existé n'est pas crédible, puisque aujourd'hui, on ne trouve pas d'adultes qui attestent qu'ils ou elles souffraient de dysphorie dans leur jeune âge et que l'on n'aurait pas reconnu comme tel. Une explication beaucoup plus réaliste est que cette augmentation exponentielle est due à un agenda bien établi par un courant qui veut à tout prix convaincre les jeunes générations qu'ils ou elles pourront changer leur sexe biologique si leur ressenti le leur suggère. Je vous invite maintenant à regarder une courte vidéo où deux experts donnent leurs considérations sur ce phénomène. When we look at what people call is the trans kid, and as well as that, the growing number of trans kids in the last 5 to 10 years, you have to, in many ways, think what's going on, because when you've got this explosion, and it is an explosion, the numbers are phenomenal. For example, in the UK and Ireland, a 4,000% increase in female adolescents seeking medical transition. But in recent years, medical technology has advanced so much that it's offering options, medical options for children to be the opposite sex. And I would argue children don't have the maturity to understand that what they are offering is something that's going to impair their fertility. It's going to impair their sexual functioning. It's going to physically weaken their body in many different ways, such as their heart, raised likelihood of multiple sclerosis, raised likelihood of dementia, and, osteoporosis. A lot of, it carries a very heavy medical burden on the child, on the body. And so for that reason, I reject the concept of the trans child. And I think that we need to attend to what's actually going on, which is there's a growing number of children seeking medical transition who would probably be much better off if we could teach them about gender nonconformity and teach them of freedom of living in a gender nonconforming way without medicalization. Vous préférez avoir une fille trans ou un garçon mort? Pour couper court à tout débat, les transidentitaires brandissent le chantage au suicide, une affirmation idéologique maintes fois démentie par les études sérieuses. Elle fournit l'argument imparable aux adultes militants pour imposer leur idéologie mortifère et son cortège de mutilations sexuelles irréversibles à un nombre croissant de mineurs sous influence. Cette idéologie du genre qui prend ses racines dans un principe qui est de dire il n'y a plus de genre, il n'y a plus de femmes ni d'hommes, il y a une possibilité de variabilité, on rompt avec cette binarité, et pour faire société nouvelle, eh bien, il faut qu'on fasse entrer les nouvelles générations dans cette idéologie-là. Et du coup, on va utiliser le véhicule de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire comme véhicule d'endoctrinement des très jeunes enfants. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants ou ces jeunes lorsqu'ils se déclarent du sexe opposé? Eh bien, selon le corps médical et enseignants, qui sont appelés transaffirmatifs, il est nécessaire de faire transitionner au plus vite l'enfant ou jeune en question afin de sauver des vies, afin de sauver la vie de ce jeune. Le taux de suicide est effectivement beaucoup plus élevé dans cette population que chez les autres jeunes de leur âge. Le mot d'ordre que l'on répète alors de manière inappropriée aux parents est « vous préférez un enfant trans ou un enfant mort ?» C'est-à-dire, en d'autres mots, que si les parents ne suivent pas la décision de la transition, on leur dit qu'ils seront coupables de la mort de leur enfant. On essaye donc de faire peur aux parents en les culpabilisant.
En réalité, il s'agit de la manipulation de la part d'un courant militant qui veut à tout prix imposer son point de vue dans la sphère publique et auprès des jeunes générations. On a bien vu dans les vidéos qu'il s'agissait d'interviews françaises, de situations en France, mais quelles sont les étapes que ces jeunes suivent ici au Québec? Voilà, au Québec, d'abord, les jeunes trans s'autodiagnostiquent. Un autodiagnostic en médecine ou en psychiatrie est un concept qui n'a pas de sens. C'est le médecin ou le spécialiste ou le psychologue ou psychiatre qui écoute le patient et émet alors un diagnostic. Ce n'est pas le patient qui pose le diagnostic, et encore plus si ce patient est un enfant ou un mineur ou une mineure dont le cerveau est en développement et qui, au point de vue psychologique, est en train d'explorer son identité avec toutes les contradictions et les doutes qu'il peut ressentir à son âge. Prenons l'exemple d'une fille anorexique. Est-ce que l'on va accepter qu'elle s'autodiagnostique? Est-ce qu'on va lui donner raison de ne plus vouloir manger, parfois de vouloir enlever son estomac pour qu'elle ne mange plus? Ou est-ce qu'on ne va pas plutôt essayer de comprendre quelles sont les causes profondes de son anorexie pour pouvoir la guérir en évitant que sa vie soit en danger? Or, dans le cas de la dysphorie de genre, nul ne peut s'opposer à l'autodiagnostic de cet enfant ou de cet adolescent, sous peine d'être poursuivi. Dans le cas de parents qui voudraient en parler avec leurs enfants et comprendre s'il y aurait d'autres moyens, d'autres solutions, ils risquent d'être enlevés de leurs droits parentaux. Alors, après s'être autodiagnostiqués, les adolescents québécois peuvent commencer à faire changer leur nom, en général d'abord dans les documents scolaires. Dépendant des différents établissements scolaires, il arrive que l'école interdit le personnel éducatif de mettre au courant les parents. Des enseignants ont été obligés de mentir aux parents et des procès juridiques sont en cours pour cela. Après le jeune, à partir de 14 ans, avec l'autorisation de ses parents, qui est nécessaire à cet âge-là, il peut faire changer son nom sur son acte de naissance, sa carte d'assurance maladie, etc. À 18 ans, l'âge de sa majorité, il pourra le décider tout seul. On parlait un petit peu de la réalité juridique, mais qu'est-ce qui se passe au niveau médical? Alors, au niveau médical, oui, les jeunes consultent un professionnel de la santé, un médecin ou psychologue, et après avoir obtenu une lettre de recommandation, une lettre est suffisante, il ou elle peut commencer un traitement avec des bloqueurs de puberté. Les effets de ceux-ci sont encore réversibles, même si leur développement sexuel, à cause de ces bloqueurs de puberté, en tant que garçon ou fille, est interrompu et que ces bloqueurs ne sont pas du tout inoffensifs, avec tous les effets secondaires qui y sont liés. L'étape suivante est la prise d'hormones croisées. Pour les filles, ce sont les hormones masculinisantes, s'appellent testostérone, et pour les garçons, ce sont les hormones féminisantes, œstrogènes. Après, ils peuvent continuer avec des chirurgies pour enlever les seins, ça s'appelle mastectomie, ou pour enlever le pénis, une pénectomie. Et ils peuvent continuer la construction difficile mais possible des organes génitaux avec la construction d'un pénis, phalloplastie, pour les filles, ou d'un vagin, vaginoplastie pour les garçons. Ce sont des chirurgies douloureuses et coûteuses. Au Québec, sont remboursées entièrement par l'assurance maladie.
Il va de soi qu'il s'agit là d'interventions médicales risquées et surtout, dans le cas que les interventions réussissent, ils sont irréversibles. C'est très, très important. C'est important à savoir. Qu'est-ce que cela signifie pour les personnes trans concrètement? Oui, c'est important. Il faut savoir ceci. Le vagin construit d'un homme et le pénis construit d'une femme ne sont pas fonctionnels et les personnes trans seront normalement infertiles, ne pourront donc jamais donner naissance à des enfants, en dehors de la procréation médicalement assistée. Il s'agit donc de chirurgies que nous pouvons comparer à des chirurgies esthétiques. On ne change que l'apparence. Le fait est que tout en construisant des organes génitaux du sexe opposé, leur ADN, leur chromosome X ou Y, qui détermine le sexe masculin ou féminin dès la conception dans le sein maternel et qui détermine chaque cellule de leur corps, ne seront pas changés. Comme quoi changer de sexe réellement reste une impossibilité. C'est une illusion. On ment donc aux enfants en leur disant qu'ils peuvent devenir un garçon ou une fille. Notons encore cette statistique inquiétante. Parmi les jeunes qui entament une transition sociale avec un changement de nom, suivi par l'administration de bloqueurs de puberté, presque tous, 98%, vont continuer leur transition avec des hormones croisées et des chirurgies irréversibles qui les rendront stériles. Donc seulement 2% de ces jeunes reviennent en arrière une fois entamé le processus. Mais on comprend bien là que la plupart des jeunes qui embarquent sur cette route-là n'ont pas toutes les informations que vous nous communiquez ici aujourd'hui et qu'il est important qu'ils soient au courant. Mais est-ce qu'il est prouvé que ces jeunes guérissent de leur dysphorie après avoir transitionné? Oui, c'est une bonne question parce que ce n'est pas du tout prouvé. Mais je vais revenir un peu plus tard. Mais d'abord, il faut dire ceci. Selon les statistiques, la dysphorie de genre, dans 85% des cas, disparaît à l'âge adulte. Actuellement, les statistiques montrent qu'il y a une majorité de filles qui veulent transitionner et pour certaines d'entre elles, la raison est qu'elles ont subi des agressions sexuelles à leur jeune âge qui les ont traumatisées, comme quoi la transition serait une solution pour elles pour éviter leur détresse. Ensuite, il faut aussi tenir compte du fait que la dysphorie de genre s'accompagne très souvent de problèmes de santé mentale, d'autisme, de problèmes familiaux. Ces problèmes sont généralement antérieurs à la dysphorie du genre elle-même. C'est pour ces raisons qu'il est beaucoup plus indiqué pour la santé du mineur d'attendre et de soigner les causes de la dysphorie ou bien les causes des problèmes mentaux sous-jacents. Maintenant, pour répondre à votre question, si les jeunes qui transitionnent guérissent de leur dysphorie, on peut dire que dans certains cas, ils se sentent mieux. Mais les cas sont nombreux aussi de ceux ou celles qui continuent à se sentir mal dans leur peau et les statistiques montrent, contrairement à ce que prétend le personnel transaffirmatif, qu'après une transition, le nombre de suicides ne diminue pas et qu'elle ne guérit pas les problèmes de santé mentale ou les traumatismes sous-jacents. Au contraire, en poussant à la transition, on va négliger de soigner ces jeunes pour leurs vrais problèmes. Une nouvelle étude approfondie démontre sans équivoque que les personnes qui subissent une chirurgie dite de réassignation sexuelle
s'exposent à un risque de suicide 12 fois supérieur à celui de la population générale. Il faut noter aussi que les multiples thérapies lourdes nécessaires pour une transition ont des conséquences graves sur la santé de ces jeunes, comme par exemple l'ostéoporose qui a été constatée. C'est pourquoi des gouvernements de plusieurs pays, comme la Suède, la Finlande, le Danemark et ensuite le Royaume-Uni, des pays qui étaient les premiers à mettre en pratique la transaffirmation, sont revenus de leur politique et ont décidé d'arrêter, sauf des exceptions, leur politique de soins de transition pour des mineurs, car ils ont constaté qu'ils sont irresponsables du point de vue médical. Notons aussi qu'un certain nombre de transitionneurs ou transitionneuses, en voyant que leur malaise continue, comprennent qu'ils ont fait une erreur et qui se sont laissés entraîner par leur père par contagion sociale, surtout par les réseaux sociaux et aussi par le corps médical transaffirmatif, qui les avait convaincus qu'ils étaient nés dans le mauvais corps. Ces jeunes comprennent alors qu'il aurait mieux valu rester ce qu'ils sont biologiquement, mâle ou femelle, garçon ou fille. Certains alors décident de détransitionner et deviennent souvent des personnes qui alertent d'autres jeunes du danger de l'idéologie du genre. Il va de soi que la communauté transaffirmative qui les avait accompagnés vers la transition les considère maintenant comme des traîtres. Et le principe de faire confiance à leur autodiagnostic quand ils étaient jeunes ne semble plus valable maintenant qu'ils sont adultes. Cette attitude du personnel transaffirmatif montre que leur volonté de faire transitionner des jeunes n'est pas motivée par l'écoute bienveillante du jeune, mais d'une attitude idéologique. Dans la vidéo suivante, vous verrez des exemples de ce qui se passe réellement au Québec. Vous avez dit, vous allez voir, quand elle va commencer, les hormones, là, elle va devenir joyeuse, ça va la libérer. Mais ça n'a pas fait ça, pas en tout. Quand on transitionne, il y a beaucoup de monde qui nous accueille. Il n'y a personne qui nous remet en question en tant que tel. Après, je pense que c'est la 3e rencontre. Elle m'a dit, maman, elle dit... Finalement, je suis un garçon trans. Parce que je préfère être un garçon efféminé qu'une femme butch. Mais tout n'est pas si simple. Clara est instable, impulsive et hypersensible. Plusieurs professionnels détectent des traits TPL, le trouble de la personnalité limite. Ses parents évoquent cette hypothèse avec la psychologue. J'ai demandé, mais pourquoi ça serait pas TPL? Je voulais voir sa réaction. Elle m'a répondu que TPL n'existe pas. Les TPL sont des transgenres. Au Québec, pour amorcer une transition médicale, il faut au moins une lettre de recommandation d'un professionnel. Clara l'obtient et passe à la première étape. En premier, on reçoit du Lupron. C'est des bloqueurs d'hormones. Ça stoppe la puberté. Le Lupron, un médicament qui freine la production d'hormones pendant la puberté et permet à l'ado de réfléchir à son genre. Depuis 2010, les prescriptions des adolescentes ont sextuplé selon les données de la RAMQ. Et une étude montre que 9 ados sur 10 qui prennent des bloqueurs continuent vers une transition médicale. Ça a arrêté mes menstruations immédiatement. Clara passe à la prochaine phase, la testostérone. Elle a 15 ans et au Québec, il n'y a pas d'âge minimum pour en recevoir. En 2013, 10 jeunes filles de 14 à 17 ans ont reçu des prescriptions de testostérone. En 2023, elles étaient 97. J'ai commencé à avoir plus de pilosité, puis aussi ma voix est devenue plus grave.
Encore là, j'aimais pas plus ce que je voyais qu'avant. Elle nous avait dit, vous allez voir, quand elle va commencer les hormones, là, elle va devenir joyeuse, ça va la libérer. Mais ça n'a pas fait ça, pas en tout. Le changement a continué, mais je voyais pas le bienfait sur sa santé. Là. Il n'y a rien qui changeait. C'était juste douloureux. On a tout le temps derrière la tête comme elle peut se suicider. Là. Après 4 mois de testostérone et plusieurs tentatives de suicide, Clara est internée à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Ses parents veulent savoir, leur fille a-t-elle ou non un trouble de la personnalité limite? Quand j'ai dit que la clinique nous avait dit que les TPL n'existent pas et qu'ils sont transgenres, les médecins en place et psychologues ont sauté, puis ça a été un « quoi? » Qu'est-ce qu'elle a dit? Puis là, il se dit, voyons, l'hôpital est rempli de TPL. L'hôpital remet en question le diagnostic de dysphorie de genre. Leur psychologue recommande une thérapie et fait cesser les injections de testostérone. Mais à sa sortie de l'hôpital, Clara recommence à s'injecter et elle retourne directement chez sa psychologue. Les séances, à chaque fois que ça finit, je dis de quoi vous avez parlé? Bien, que j'avais le droit légalement de demander d'aller dans les toilettes pour hommes. De ça. J'ai dit, OK, mais avez-vous parlé d'autre chose? As-tu fait une thérapie? C'était jamais à propos d'une thérapie. J'ai dit, ça va faire. Là. Je dis, on parle juste de ça. Je vous paye pas pour lui la renseigner au niveau des points légaux, puis qu'est-ce qu'elle peut faire, puis qu'est-ce qu'elle peut militer. Moi, je voulais qu'elle vous voie pour que vous puissiez l'aider. Puis ça a été la dernière rencontre parce que là, clairement, elle l'aidait pas. De son côté, Jane veut passer à la prochaine étape, la mastectomie. C'est sûr, le fait que je voyais les autres gars autour de moi qui étaient en chest sur le bord des piscines, j'étais comme, je me sens gars à moitié. Je sens que c'est pas authentique. 1 an et demi après sa première dose, Jane se fait enlever les 2 seins dans une clinique privée. C'était en août dernier, elle venait d'avoir 18 ans. Clara, elle, en avait 17. La Suède et la Finlande ont renoncé, sauf exception, aux bloqueurs de puberté. Les 2 pays ont aussi limité à 16 ans l'accès aux hormones de l'autre sexe. Quant aux mastectomies, elles sont interdites aux mineurs. Ce qu'on a conclu, c'est qu'il n'y a pas de données probantes qui prouvent les bénéfices. Ou alors que ça diminue réellement les symptômes d'anxiété, de dépression ou les pensées suicidaires. Et ça veut dire que globalement, on ne peut pas recommander le traitement. Au Québec, le Collège des médecins dit réfléchir à la question des soins de santé des personnes trans. On aime ça parler du modèle scandinave au Québec. Bien, le modèle scandinave, on devrait peut-être s'y intéresser par rapport aux transitions de genre aussi. Pour ne pas faire de tort à sa fille, Antoine nous a demandé de changer leur prénom. Amélie s'est fait proposer une transition médicale alors qu'elle était hospitalisée pour une autre raison. C'est arrivé à Sainte-Justine. Antoine s'y dit profondément troublé par l'absence de garde-fous pour protéger les adolescents troublés. Il dénonce l'empressement à présenter un traitement médical sans vérifier la présence de dysphorie de genre. Nous avons rencontré d'autres parents qui ont vécu le même genre de situation avec leur fille de 13 ans. Eux aussi ont l'impression que la voix des parents n'est pas entendue. Il y a beaucoup un discours de peur qui accompagne. Mais... Tout est basé là-dessus. Bien, c'est ça. C'est la culpabilisation aussi qui vient avec. Si tu le fais pas, tu mets ton enfant en danger. Si tu ne vas pas dans cette direction-là, tu es un mauvais parent. D'ailleurs, c'est écrit de facto. Merci beaucoup pour ces images, elles sont très frappantes. Alors, pourriez-vous nous donner une définition de l'idéologie du genre? Oui, là aussi c'est important de comprendre bien. L'idéologie du genre est l'ensemble d'opinions ou de croyances d'un groupe de personnes qui croient qu'ils ou elles peuvent autodéterminer leur identité de genre, dissociée de leur sexe biologique. C'est ça la définition.
l'idéologie du genre, pour expliquer plus, repose sur l'idée qu'il existe un vaste spectre de genres. Voici quelques exemples. Nous avons le genre fluide, une personne dont le genre change avec le temps ou les circonstances. A-genre, c'est une personne qui ne se sent affiliée à aucun genre. Bigendre, une personne qui s'identifie à deux genres simultanément ou alternativement. Demi-genre, par exemple demi-femme ou demi-homme. Genderqueer, une identité de genre qui n'entre pas dans les catégories traditionnelles. Genre astral, en lien avec l'univers, avec des énergies, avec des étoiles. Genre animal, en lien avec des qualités spécifiques associées à un animal. Mais selon l'idéologie de genre, il existe une infinité de genres, selon le ressenti de chacun. Pourriez-vous expliquer le danger que représente l'enseignement de cette idéologie, en particulier pour nos enfants? Oui, l'endoctrinement de cette idéologie est dangereuse, car elle sème la confusion dans l'esprit de nos enfants et adolescents à un moment où ils ou elles sont en plein développement physique et psychologique, en recherche de leur identité et donc vulnérables. Leur enseigner le mensonge que leur sexe est insignifiant et peut être déconstruit ou reconstruit selon leur ressenti comporte un grand danger pour leur santé physique et aussi pour leur équilibre psychique. Il s'agit là d'un abus de pouvoir manifeste de la part d'adultes. On peut remarquer encore que cette idéologie est incohérente. D'une part, elle considère le sexe biologique comme indéfinissable et inutile, mais de l'autre côté, elle maintient qu'il est possible de naître dans un mauvais corps, c'est-à-dire dans un corps avec un sexe inadapté, et donc ce serait alors possible, voire souhaitable, de changer de sexe par une transition sexuelle. Pour consolider cette croyance, le langage courant est transformé et des terminologies nouvelles sont employées comme sexe assigné à la naissance, comme si le sexe dépendait d'une décision arbitraire. La réalité scientifique, par contre, nous dit que le sexe n'est pas assigné, mais constaté à la naissance et est défini dès la conception dans le sein de sa mère par les chromosomes X ou Y. Ce qui est inquiétant, c'est que cette idéologie est enseignée d'une manière diffuse dans tous les cours dès l'école primaire jusqu'au 5e secondaire de manière transversale et de façon plus explicite encore dans les cours d'éducation sexuelle qui sont donnés dans le cadre du programme CCQ, Culture et Citoyenneté québécoise, depuis septembre 2024. Je souligne le mot incohérence que vous avez utilisé. En vous écoutant, on comprend bien que cette idéologie renferme beaucoup de contradictions. Et toute idéologie qui renferme de la contradiction est, selon moi, selon la plupart, selon certains philosophes, vouée à l'échec. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce qui est enseigné dans nos écoles? Oui, on va donner des exemples concrets à travers une vidéo que je vous propose. C'est une vidéo où Jean-François Lisée, journaliste et politicien connu, qui répond à Madame Annie Pullen, sans façon, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres. Est-ce que, selon vous, puis je commence avec vous, Madame, est-ce que ce qu'on enseigne à l'école peut faire naître des craintes légitimes chez des parents? Là? Parce que ça a été le début d'un des débats. Là. Je vous écoute. Bien, c'est sûr que ça peut peut-être faire naître des craintes. Est-ce que ces craintes-là sont justifiées?
c'est une autre question. En fait, j'aimerais bien entendre les craintes parce que moi, j'ai regardé le contenu du programme d'éducation à la sexualité. Puis bon, il n'y a pas grand-chose qui parle de l'identité de genre. Mais j'aime beaucoup les faits. Et lorsqu'on dit sur cette antenne et ailleurs qu'en aucun cas au primaire, on enseigne que le sexe n'existe pas, c'est le contraire. Je vous ai envoyé une illustration qui est recommandée par le gouvernement du Québec dans les écoles primaires, où on demande aux enfants de faire leur licorne du genre. Et dans la licorne du genre, bon, il y a l'orientation, mais il y a aussi quel sexe avez-vous? Est-ce que vous êtes homme, femme, autre ou intersexe? Ben là, on dit, ben, le sexe n'existe pas. C'est soit homme, femme ou autre. Donc, on ne nous dit pas qu'on n'enseigne pas dans nos écoles primaires qu'il y a autre que le sexe n'est pas un continuum. Il y a plusieurs autres instruments comme ceux-là qui montrent que dans un des instruments, c'est écrit une infinie de possibilités pour le sexe. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que aussi le gouvernement du Québec fait la promotion aux primaires de deux instruments qui s'appellent l'histoire de Sam, et Sam qui est un petit garçon qui décide de devenir une fille et une petite fille qui décide de devenir un garçon. La vidéo a été vue 1 million de fois. Est-ce que c'est bien de montrer ça à des enfants primaires? Je ne le sais pas. Mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'enseigne pas ça à l'école primaire au Québec cette année. Mais ce que je trouve dérangeant, c'est que nulle part dans les 600 pages du guide pédagogique d'éducation à la sexualité, on ne parle des types masculins et féminins qu'on pourrait valoriser. Ce qui est valorisé, en fait, tout ce qui concerne l'hétérosexualité, c'est négatif. C'est l'hétéronormativité, l'hétérosexisme, le privilège hétéro et les stéréotypes. Alors, il n'y a aucun moment, je suis sûr que les profs le font, mais dans le matériel pédagogique qui est donné, il n'y a aucun moment où on dit, tu sais, être un garçon, il y a des côtés positifs. Puis être une fille, il y a des côtés positifs. Puis des garçons qui aiment les filles, il y a des côtés positifs. Ça n'existe pas. Je vous mets au défi de me montrer où dans les 600 pages, on montre ça. Le problème que j'ai, c'est que, et puis je vous remercie d'admettre que vous preniez pour acquis que comme la société est hétérosexuelle, on n'a pas besoin de le renforcer à l'école. Mais moi, je vous dis non. Je vous dis, on a besoin de l'égalité des choix sexuels à l'école. Et en fait, la seule chose qui est célébrée à l'école selon le programme, c'est l'expérience queer. Il y a une queer normativité qui est en train de remplacer l'hétéronormativité. Et lorsqu'on parle de l'expérience hétéro, c'est toujours, et même on dit, les stéréotypes masculins et féminins sont nocifs. Il n'y a jamais un moment où on dit de valoriser l'expérience hétéro masculine ou féminine. Et je pense que ça crée une distorsion. Ce n'est pas l'égalité des genres. Et donc, il y a des célébrations aussi du mois de la fierté. Il n'y a pas de célébration de l'hétérosexualité. Il y a une hiérarchie qui est en train de se créer entre ce que j'appelle la queer normativité qui est positive et l'hétéro-expérience qui est constamment présentée comme négative, homophobe. Oui, voilà. C'est qu'a répondu Jean-François Lisée. Mais on peut ajouter à cela les pratiques que nous connaissons au Québec des drag queens, des hommes, des acteurs professionnels travestis en femmes qui viennent dans les garderies, les bibliothèques, pour faire croire à nos enfants à travers des histoires bien élaborées qu'ils ou elles peuvent changer leur sexe s'ils le ressentent ou si leur imagination, il s'agit d'enfants très jeunes, 5-6 ans, ou ils peuvent le changer si leur imagination le leur suggère. C'est assez dur quand même de faire face à la réalité. On a vraiment le sentiment qu'on est nombreux à avoir besoin d'en savoir plus sur cette situation. Alors moi, je suis convaincue en vous écoutant et en écoutant toutes ces vidéos que c'est vraiment sérieux et qu'on ne peut plus nier en fait l'existence de l'idéologie du genre et de son enseignement dans nos écoles aujourd'hui, avec effectivement des conséquences très graves pour les enfants, pour nos familles et pour la société tout entière. Et la seule question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir que pouvons-nous faire maintenant?
Ben oui, c'est difficile parce que le fait que des militants nient que la théorie du genre est enseignée, comme l'a dit Madame Annie Poulain, sans façon, et d'autres, ils nient qu'on enseigne la théorie ou l'idéologie du genre. Et ça, cette négation n'est pas un fait anodin. Ce déni de la réalité n'est certainement pas dû à l'incapacité de ces personnes qui sont intelligentes et qualifiées, mais est plutôt dû à une volonté de manipuler de manière cachée nos élèves, qui font spontanément confiance aux adultes en autorité. Et en même temps, ils veulent influencer les adultes, la volonté de les endormir, en particulier les parents. Mais voilà que nous sommes nombreux en tant que parents et en tant que citoyens à nous rendre compte, à travers les questionnements de nos enfants, parfois choqués ou même traumatisés, qu'il s'agit bien d'une méthode qui relève de l'endoctrinement. Et ce qui rend cette idéologie encore plus dangereuse est le fait que sous le couvert d'éduquer nos enfants à des valeurs positives comme l'inclusivité et la lutte contre les discriminations, elle insuffle dans les esprits de nos enfants de façon sournoise l'idée qu'il est normal et licite que chaque enfant puisse choisir son identité de genre selon son ressenti, complètement dissocié de son corps biologique, qu'il pourra construire ou déconstruire comme bon lui semble, comme un objet. Et donc, pouvez-vous nous... comment cette idéologie est présentée dans les programmes scolaires? Oui. Comment cette idéologie est-elle présentée dans les programmes scolaires au Québec et qu'en disent les scientifiques? Pour cela, regardons une vidéo de M. François Chapelot, qui est professeur émérite de biologie de l'Université d'Ottawa. Voici les définitions d'identité de genre qui proviennent des documents du ministère de l'Éducation du Québec. Les définitions de genre et d'identité de genre sont regroupées dans la même définition dans le guide à l'intention des milieux scolaires sur la diversité sexuelle et de genre. Le texte se lit comme suit. Identité de genre. Expérience personnelle, sentiment profond et intime du genre d'une personne. Le genre est un continuum largement compris comme ayant deux pôles, masculin et féminin. Mais toutes les nuances entre ces deux pôles et à l'extérieur de ceux-ci sont possibles, personnelles et légitimes. L'identité de genre d'une personne peut être différente du sexe qui lui a été assigné à la naissance. Un peu plus loin dans le glossaire, on indique que cette identité de genre peut fluctuer dans le temps. Voici les définitions qui proviennent du glossaire de la composante éducation sexuelle du nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Pour le genre, on dit processus social et historique de différenciation et de hiérarchisation des femmes et des hommes, ainsi que du féminin et du masculin. Le genre s'observe à travers les normes, les comportements et les significations accordées à ces catégories, qui sont les pôles d'un spectre comprenant une multitude de possibilités. L'identité de genre et de sexe sont regroupées dans la même définition. Le texte dit « conscience ou conviction d'appartenir ou non à l'une ou l'autre des catégories de sexe et de genre ». Bon, clairement, il n'est pas souhaitable que des définitions créent plus de confusion que de résolution. Malheureusement, c'est le cas de ces définitions. La première ne définit pas le genre, mais explique qu'il est un continuum. Dans la deuxième, le genre est défini comme un processus. Néanmoins,
On peut extraire de ces définitions que le genre fait référence au cadre social dans lequel vit une personne, c'est-à-dire les normes, les comportements, les rôles associés au fait d'être une femme, un homme, une fille ou un garçon, ainsi que les relations entre ces catégories. L'identité de genre serait le ressenti d'une personne par rapport à son genre. Selon la première définition, l'identité de genre ne se limiterait pas à un continuum masculin-féminin, mais s'inscrirait aussi à l'extérieur de ce continuum. Cela peut aussi inclure les personnes biogenres, celles qui se sentent proches de la nature, ou les personnes qui ont un genre astral, celles qui se sentent proches de l'espace. En fait, il y en existe des dizaines d'autres ressentis de genre. Les écoles doivent enseigner à nos enfants le respect des minorités et de la diversité. Mais il est inconcevable d'avoir dans nos programmes scolaires du matériel pédagogique et des définitions du sexe qui n'ont aucune réalité scientifique. Il est désolant que par souci d'acceptation de la diversité, on enseigne à nos enfants que le sexe est assigné à la naissance, qu'il se situe sur un continuum ou que l'enfant peut se fier entièrement à son ressenti pour savoir s'il est une fille, un garçon ou autre, et ce, sans tenir compte de son sexe biologique. Il est inconcevable et irresponsable que l'on célèbre la diversité sexuelle en faisant abstraction de la réalité binaire du sexe et du fait indéniable que nous sommes mâles ou femelles et que cet identifiant est présent depuis que la première cellule de notre être existe et qu'il le sera pour toute notre vie. L'appartenance sexuelle est déterminée à la suite de la fécondation et elle est présente dans toutes les cellules du corps et va dicter le développement du système reproducteur et les comportements propres à chaque catégorie sexuelle, c'est-à-dire mâle, femelle. En ce sens, l'identité sexuelle d'une personne a un fondement génétique, c'est-à-dire inscrite dans ses gènes, un fondement biologique par exemple, l'action hormonale avant et après la naissance, et une composante sociale, de par le fait que nous vivons en société. Chez l'humain, le mot « femme » identifie la femelle adulte de l'espèce, le mot « homme » est le mâle adulte de l'espèce. En effet, des notions antibinaires, c'est-à-dire des notions de genre et d'identité de genre, se sont imposées dans le débat social, politique et juridique québécois et aussi dans nos écoles. Une société n'a rien à gagner en niant l'existence d'une réalité observable telle que le sexe binaire. Ce déni de réalité est futile et toxique pour le vivre ensemble et nuit à la qualité de l'éducation de nos enfants. Cette réalité évolue depuis plus d'1 milliard d'années. Le sexe ne peut pas être redéfini ou déconstruit en fonction d'enjeux sociologiques et politiques. Ainsi, les catégories sexuelles ne sont pas remises en question par l'existence d'individus ayant des anomalies du développement sexuel, ne sont pas remises en question par la complexité des étapes du développement sexuel et sa variabilité entre les individus, et ne sont pas des catégories arbitraires ou des constructions sociales. Les catégories sexuelles n'ont pas été créées par les classes dominantes pour opprimer les minorités sexuelles ou pour imposer l'hétéronormativité dans la société. Pourquoi l'école ne se contente-t-elle pas de célébrer la réalité et l'appartenance sexuelle, de célébrer la variabilité à l'intérieur de chaque sexe, de célébrer les différences entre les sexes et surtout le libre choix de chacun de s'exprimer comme il l'entend, et ce, en tout respect. Merci beaucoup, professeur Chapelot. Merci beaucoup, Lucas. On en arrive à une question qui nous préoccupe tous, c'est celle de savoir comment en sommes-nous arrivés là. Oui, il faut savoir l'origine de cette idéologie. Pour comprendre cela, il est utile de connaître les bases théoriques de l'idéologie du genre. On va faire donc une brève historique de comment cette théorie est née. En fait, elle s'est inscrite dans une
évolution de la conception de la sexualité à partir des années 1950, avec les études controversées sur la sexualité d'Alfred Kinsey. Il faut savoir que Kinsey se déclarait ouvertement pédophile. Dans la même ligne, John Money, un scientifique qui a utilisé comme Kinsey des méthodes moralement douteuses, a publié dans les années 60 ses études sur le genre. Néanmoins, ces travaux ont fait leur chemin et ont fait croire à un certain nombre de scientifiques ou pseudo-scientifiques que l'on peut séparer complètement le sexe biologique de ce qu'on appelle l'identité de genre. Voici une courte vidéo de cette triste figure et l'échec de son expérience. Il était une fois Brian et Bruce Reimer, deux petits garçons jumeaux nés au Canada en 1965. Âgé de quelques mois, Bruce fut circoncis à la suite d'une infection urinaire, mais cette banale opération tourna très mal, au point qu'on dut procéder à l'ablation de son pénis. John Money était un psychologue et sexologue réputé, un chercheur reconnu de la prestigieuse Johns Hopkins University de Baltimore. C'est peut-être le goût de la gloire et de la célébrité qui le poussa à se livrer à une bien curieuse expérience qui aurait pu faire pâlir d'envie le docteur Frankenstein. Il proposa de transformer Bruce en fille. Bruce fut castré et subit une opération pour donner une forme féminine à ses organes génitaux mutilés. Bruce fut rebaptisé Brenda et élevé comme une fille, avec des rubans dans les cheveux et des soquettes roses. Il fut demandé aux parents de garder secret ce changement de sexe. Brenda ne devait jamais savoir qu'elle fut Bruce à la naissance. Comme d'autres universitaires des années 60, John Money croyait et voulait prouver que toutes les différences de comportement entre garçons et filles étaient le résultat d'un apprentissage. On ne naît pas femme, on le devient. Voilà bien une assertion prise au premier degré. Pendant plusieurs années, John Money publia des rapports sur l'évolution de Brenda, décrivant chez elle un développement féminin parfaitement réussi. Le prétendu succès de la réassignation en fille du jumeau, largement diffusé dans les publications scientifiques, fit de John Money une figure incontestée du monde médical et eut comme conséquence la légitimation d'un protocole redoutable, soutenu par toute une armada de psychologues, de psychiatres, de chirurgiens et d'endocrinologues. Si ton pénis n'est pas à la bonne longueur, un peu différent ou accidenté, schlac, on te le coupe et on te transforme en fille. Et c'est ainsi que furent traités des centaines, des milliers d'intersexes de par le monde. Mais revenons à Brenda, car les années passent. Brenda se mit à péter les plombs avec des poussées suicidaires. Elle ne supportait plus ce curieux docteur Money qui la suivait depuis son plus jeune âge, scrutait le moindre détail de son évolution et de son anatomie, et la harcelait de questions pour savoir si elle préférait les poupées ou les trains électriques. Tant et si bien que sa famille arrêta le suivi. Adulte, Brenda, ayant réussi à percer le secret de sa naissance, voulut reprendre son identité masculine. Elle arrêta les oestrogènes qui avaient provoqué le développement de sa poitrine et passa à la testostérone. Mais John Money était un affreux menteur et il s'abstint de publier quoi que ce soit sur le cas qui pût laisser entendre que la réassignation n'avait pas réussi. La machine médicale était en route et plus rien ne pouvait l'arrêter. Cette histoire se termina par un double suicide des jumeaux, l'un en 2002, l'autre en 2004. C'est une triste histoire, mais ce qui est triste aussi est de constater que malgré l'expérience catastrophique de David Reimer, la théorie du genre s'est développée dans les années 60. Elle s'est frayée un chemin, surtout depuis les années 70, à travers un fort lobbying auprès des gouvernements nationaux et des institutions internationales, comme l'ONU,
l'OMS, qui, dans leurs standards, reconnaissent aujourd'hui différentes identités de genre. Notons aussi que depuis plusieurs années, ces institutions ont officiellement dépathologisé la dysphorie de genre, ce qui fait courir le risque aux personnes qui essaieraient de soigner ce genre de maladie de poursuites légales de la part des autorités. Au Québec, cette dépathologisation existe depuis 2019. Cet agenda est soutenu financièrement depuis les années 90 par des mécènes milliardaires, eux-mêmes trans ou transaffirmatifs, qui directement ou bien par leurs multinationales puissantes ont investi des milliards de dollars, surtout des dollars américains, dans l'agenda LGBTQ. En fait, l'agenda LGBTQ s'était concentré depuis quelques décennies sur la reconnaissance des couples homosexuels, mais lorsque ce but a été atteint et que donc le flux d'argent vers la communauté LGBTQ risquait de s'arrêter, puisqu'on avait atteint le but, pour que tout cet argent puisse continuer à arriver à la communauté, il fallait trouver une autre cause. Et on a trouvé la cause des personnes trans. Il va de soi aussi que l'industrie pharmaceutique a de grands intérêts dans ce trans business très lucratif. Merci beaucoup. Que peut nous dire PPNE comme conclusion? Pour reprendre le titre de cette conférence, pourquoi l'idéologie du genre est un danger actuel pour nos enfants? Voilà, on arrive à la conclusion de cet exposé. Selon EPPNE, par l'enseignement de l'idéologie du genre diffus dans les cours du CCQ, l'école au Québec se rend coupable de 7 transgressions qui représentent 7 dangers sérieux pour nos enfants. Voici la première transgression. L'école au Québec présente injustement l'idéologie du genre comme une vérité scientifique. Elle utilise le langage sexe assigné à la naissance, ce qui conduit nos jeunes à l'idée erronée que l'on peut naître dans le mauvais corps et que le sexe est décidé arbitrairement. Le sexe biologique est déterminé dès la conception par les chromosomes X et Y. Il n'est pas assigné, mais constaté à la naissance. Et voici le deuxième danger. En présentant à nos enfants la possibilité de changer d'identité de genre, l'école mélange la sphère privée et la sphère publique et ne respecte pas l'intimité des enfants. Elle fait effraction dans leur développement psychologique en créant confusion et malaise par rapport à son identité. La troisième transgression est le troisième danger. Il est irresponsable que des adultes, des professionnels de la santé affirment les pensées ou ressentis de mineurs en plein développement intellectuel et psychologique en leur proposant une transition médicale qui nuit à leur corps sain et qui aura des conséquences néfastes, allant jusqu'à la stérilisation pour le reste de leur vie. Le quatrième danger, l'idéologie du genre fait voir le corps comme un objet qu'on peut construire ou déconstruire à sa guise. Dans cette vision, le corps est vécu séparé de l'esprit et la sexualité séparée de l'amour. Dans cette vision, chacune se trouve finalement plus seule, plus vulnérable. La cinquième transgression de l'école est celle-ci. Par l'enseignement de l'idéologie du genre et en refusant de mettre au courant les parents des contenus enseignés, l'école au Québec va contre les chartes des droits de l'homme et celles du Québec
qui stipule clairement que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ce rejet de l'autorité parentale relève de méthodes propres à des systèmes idéologiques totalitaires. On arrive au sixième danger. L'idéologie de genre fait croire que nous pouvons créer notre propre identité de genre en ignorant notre sexe biologique et de conséquence en ignorant la différence et la belle complémentarité entre les hommes et les femmes. Nous trouvons important que l'école enseigne le respect pour chaque personne, mais l'école commet une grave erreur morale, sociale et civilisationnelle en omettant de mettre en valeur la beauté et l'importance de la famille composée d'un père et d'une mère. Cette famille reste le noyau de notre société, car elle donne naissance à nos enfants et réussit dans la plupart des cas à leur donner une éducation harmonieuse. Merci beaucoup pour ces 7 dangers qui sont très, très frappants et très intéressants aussi. On espère vraiment que nos téléspectateurs vont écouter et comprendre les risques qu'il y a, qui sont associés à l'idéologie du genre, mais aussi à l'éducation à la sexualité dans nos écoles. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut éviter ces impacts. C'est la question que nous pouvons nous poser, mais il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir car nous sommes ici parce qu'ensemble, nous pouvons protéger nos enfants du danger de cette idéologie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Lucas, et merci, Titine, pour cette présentation qui est très édifiante et aussi un peu troublante. Les membres de PPNE sont dédiés à la protection des enfants et à revendiquer le respect des parents comme premiers éducateurs de leurs enfants. Alors vous tous, si vous avez entendu cette présentation, nous vous avons demandé de nous supporter dans notre engagement. Les différentes façons dont vous pouvez le faire, c'est la première, c'est de prendre du temps avec vos enfants. Parlez avec vos enfants, prenez le temps de les écouter. Prenez le temps aussi de consulter la littérature qui leur est proposée dans toutes les matières. Et exigez des enseignants ou enseignantes d'avoir non seulement l'horaire, mais le contenu des cours, spécifiquement celui de l'éducation à la sexualité. En cas de refus, qui est souvent le cas, ou de malaise sur le contenu, communiquez avec nous. On va aller voir sur notre site, on a un processus par lequel vous pouvez réagir. Devenez membre de EPPUNE. Inscrivez-vous pour recevoir nos notifications. Le site web, c'est EPPNE, Ensemble pour protéger nos enfants, eppne.ca. Suivez-nous à travers notre site, eppne.ca, et sur nos réseaux sociaux pour rester informés sur nos formations et sur nos actions, nos prochaines actions. Diffusez d'informations dans vos propres réseaux. Transmettez-nous vos témoignages en vidéo, audio ou par écrit. Ce peut être diffusé de façon anonyme. Devenez bénévole. Toute expertise est bienvenue. Faites un don. Supportez-nous financièrement. Alors, je vais terminer avec les mots de la présidente qui malheureusement n'a pas pu être avec nous, qui veut vous remercier d'avoir participé. Elle nous précise que nous sommes une équipe de bénévoles dédiée à la protection des enfants et à la revendication du respect de l'autorité parentale. Et elle nous dit, je vous invite à vous joindre à nous et à nos efforts. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Nous espérons pour vous voir le mois prochain à notre prochaine formation.
Vous aurez l'information en nous suivant sur le site, par notre site web. À bientôt.